Thank you very much. Thank you, Muriel, for that wonderful presentation. Merci Muriel pour cette formidable présentation. Merci Nathalie de nous regrouper ici. C'est vraiment un lieu formidable. Je suis Michelle Kelly-Irving, je suis épidémiologiste sociale et je vais parler en anglais. Et merci aux interprètes. Je vais essayer de parler lentement. Aujourd'hui, je vais parler du projet GENDI et même dans d'autres travaux que nous menons, nous nous intéressons aux processus socio-structurels et la façon dont ils viennent soutenir la production d'inégalités de santé et comment cela rejoint la dynamique de personnification. Quand je parle d'inégalité de santé, pour commencer, je parle de différences systématiques évitables et injustes en termes de santé qui peuvent être observées entre populations, mais au sein de groupes sociaux dans la même population. Donc, quand on parle de ces inégalités de santé, je voulais commencer par des bonnes nouvelles. Parce que je vous promets qu'il y a de bonnes nouvelles, même s'il y a aussi, on vit dans des temps difficiles. Mais quand on regarde les inégalités de santé, quand on regarde le taux de mortalité des moins de 5 ans, comme mesure de la santé dans le monde, on peut regarder différents lieux dans le monde séparés par revenus. By the way, putting this down to my work. Depuis le début de ma carrière, et je ne crois pas que ce soit lié à mon travail, on voit qu'il y a une baisse de la mortalité dans toutes les régions du monde. Et ça, c'est un graphique qui a été mené par un graphique qui a été fait par l'OMS. On voit que la mortalité est en baisse, qu'elle continue à baisser et que tout cela dépend aussi de la volonté politique et pas seulement du travail que nous menons. Ensuite, passons aux mauvaises nouvelles. Les inégalités au sein des pays, c'est là où on a un vrai problème. Ces graphiques sont issus de données françaises sur l'espérance de vie au-delà de l'âge de 35 ans en France. En fonction de l'éducation, à gauche les femmes, à droite les hommes. La ligne grise en bas représente les personnes qui ont l'éducation la moins élevée et on voit l'évolution de l'espérance de vie. Et la ligne noire, ce sont les personnes les plus éduquées. On voit un gradient marqué et on voit que cela n'a pas vraiment évolué. En tout cas, dans la première section du graphique, on voit que l'écart reste très stable. Et malheureusement, ce qu'on voit à droite, enfin sur la droite de chaque graphique, c'est que les inégalités se renforcent avec une baisse de l'espérance de vie chez les personnes les plus défavorisées, les personnes avec la moins bonne éducation. On voit donc les femmes à gauche et les hommes à droite. Les femmes du groupe le plus défavorisé en matière d'éducation ressemble vraiment à la ligne qui correspond au niveau des hommes les plus avec la meilleure éducation. Donc on voit qu'il y a vraiment un décalage ici. On voit que effectivement la ligne des hommes est bien plus basse. Parlons maintenant des différentes pathologies dont on a entendu parler. Il y a beaucoup de pathologies qui sont marquées très socialement parlant. Ici, on regarde les taux de mortalité dus au cancer en Europe et de la même manière, avec un gradient qui porte sur l'éducation. Ce qu'on voit chez les hommes et chez les femmes, c'est que les points noirs sont plus hauts, ce qui indique que les personnes les moins éduquées ont plus de risques de mourir de cancer dans tous les pays. C'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Mais quand on regarde la relation entre ces petits points, on voit qu'il y a une vraie variation entre les pays.
Donc, pour comprendre ce qui se passe au sein des pays, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai mis en évidence la France pour montrer qu'il y avait des inégalités très marquées en France, malgré ce que beaucoup pourraient penser et malgré le système de sécurité sociale. Maintenant, allons un peu plus en profondeur. Le travail qu'on fait dans l'équipe équité, un sujet qui nous intéresse beaucoup au projet GENDI, c'est de regarder les biomarqueurs, c'est-à-dire le milieu intérieur. Je fais référence à Claude Bernard, vu là où nous sommes aujourd'hui, mais voilà, essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps. On a mené ce travail il y a un certain nombre d'années. On a étudié 6 cohortes dans les pays européens et on voit 3 différentes étapes de position sociale, éducation, métier du père et dernier métier du participant. Et on voit plus d'inflammation chez les groupes les plus défavorisés. On a mené cette étude sur d'autres marqueurs inflammatoires et on l'a fait également dans différents domaines d'inflammation, mais il y a beaucoup de preuves montrant que l'environnement social semble mener à une réponse physiologique inflammatoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardons un peu quand cela commence dans la vie. Certains résultats de nos collègues à Porto nous montrent que on voit les filles à gauche et les garçons à droite. En termes de revenus du ménage, on voit qu'il y a ce processus inflammatoire commence à l'âge de 4 ans. Les filles, on voit le même résultat chez les garçons aussi, un peu moins clair, mais ensuite, sur les 3 années suivantes, on voit que ce modèle social devient de plus en plus clair. Alors la question, c'est est-ce que c'est important pour la santé ou pas? Est-ce que c'est un signal que notre corps réagit à notre environnement social ou est-ce qu'il va y avoir des conséquences sanitaires à cette trajectoire? Et ce sont des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Cependant, ces questions nous amènent à une compréhension tout de même que cet environnement social dans lequel nous évoluons tous les jours a un impact sur notre physiologie. Et donc, je voudrais reconnaître la définition de embodiment, incorporation. L'incorporation, c'est la façon dont nous, comme n'importe quel organisme vivant, incorporons littéralement, biologiquement, le monde dans lequel nous vivons, y compris nos circonstances sociétales et écologiques. Et ce concept d'incorporation, de la façon dont nous faisons passer notre extérieur à l'intérieur, est un processus fondamental sous-jacent à la production des inégalités de santé tout au long de la vie. Et ça doit être pris en compte. C'est souvent ignoré par les scientifiques, le monde médical. Pendant la pandémie de Covid, lorsque ces éléments étaient observés, le taux de mortalité des populations défavorisées étant plus haut, l'explication était souvent génétique et on ne prenait pas du tout en compte d'autres aspects de la biologie, ce qui est étrange parce que cette incorporation, c'est un processus d'adaptation. Donc souvent, on comprend mal ce concept, mais je pense que cela permet d'expliquer ces inéquités persistantes et il faut le considérer comme un processus adaptif. Donc pour être plus précise sur ce dont je voudrais parler, je vais parler des systèmes intersectionnaux omniprésents. Je vais parler donc de l'intersectionnalité et pour revenir à Crenshaw et le travail qui a été fait sur le féminisme noir, quand je parle d'intersectionnalité, je prends la définition que Lisa Bolleg a proposée en 2012 parce que elle est vraiment liée
à cette question des inégalités de santé. Social positions Donc, la façon dont les positions sociales comme le genre, la classe sociale, l'ethnicité, l'orientation sexuelle, etc., of individual experience interagit au niveau micro de l'expérience d'un individu pour refléter les systèmes de privilèges et d'oppression au niveau macro-socioculturel. my kind of constantly in work heuristic model that I'm never Voilà le modèle que j'ai un peu toujours en tête. thinking about these On parle de ces systèmes intersectionnels omniprésents au niveau macro. we're swimming in these. On évalue vraiment dans ces systèmes pendant toute notre vie. Ça commence à la petite enfance, l'éducation, à l'âge adulte. Owen mentioned Et Owen ont mentionné tous ces chemins en termes matériaux. Donc où est-ce qu'on vit, est-ce qu'on est exposé à la pollution en fonction de là où on habite, le psychosocial, les relations avec nos familles, nos collègues, l'aspect comportemental, on en a parlé aussi, et les soins de santé. affects Et cela a donc un impact sur ce qui se passe dans le corps. and how we're trying to pick up what's happening. On essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Point of view, Et de ce point de vue, dans l'incorporation, on essaie d'utiliser des indicateurs comme l'épigénétique, l'inflammation, les fonctions pulmonaires, only capture that qui ne peuvent capturer que partiellement cette complexité interne qui interagit avec cette énorme complexité externe pour le coup. Et on a cette dynamique constante pendant toute la vie où tout cela interagit et se rencontre tout le temps. we were interested Donc dans le projet de recherche Gendi, on était intéressé par la façon dont les inégalités sociales sont produites à cette intersection des systèmes sociostructurels. what I've just been saying about embodiment. Et vu tout ce que je viens de dire sur l'incorporation et sur la façon dont les corps sont construits pendant tout au long de la vie. In hearing two J'espère que ça vous intéressera d'entendre deux exemples du projet Gendi. Et bien sûr, on mène beaucoup de travaux différents sur le sujet, mais je vais vraiment me concentrer sur deux travaux qui vont être de bons exemples de ces systèmes structurels omniprésents et la façon dont ils impactent nos corps. Je vais parler du travail d'Inès Malroux embodied childhood sur l'enfance incorporée. Et je vais parler du travail de Lena Silberzan sur l'incorporation intersectionnelle, and I'm going to consider avec un focus sur la tension artérielle. that they Et je vais parler des résultats de leurs études sur lesquelles nous avons travaillé. through a life course framework Et tout cela dans un cadre de intersectionality across vie entière. Donc, on va voir comment l'intersectionnalité est liée aux 5 principes, à tous ces principes by Glenn Elder, de vie life course framework. tels qu'ils ont été I'll get to that in proposés par Elder dans son travail. we can also use different lenses. Cela permet de comprendre comment on peut utiliser différentes So now to start with the work différentes perspectives. and my colleague Donc, Lydia. je vais commencer par le travail d'Inès. We were interested in understanding what's happening in childhood Nous essayons de comprendre ce qui se passait à l'enfance biomarkers. sans avoir de biomarqueurs pour pouvoir étudier cela. Child Donc, development on voulait décrire les indicateurs de développement des enfants à l'intersection du genre et de la classe sociale en utilisant une cohorte set up. française, la cohorte ELF, qui a été créée en 2011. Have a child development inventory that was Nous avons l'inventaire du développement infantile, un questionnaire qui a été développé pour les enfants de 3 ans et demi the children are et measured. qui recouvre 8 compétences. Focus on two of Et je vais me concentrer sur 2 d'entre elles. first skill set is called La première compétence, c'est le langage exprimé, the children and c'est-à-dire là où l'enfant répond à un questionnaire creating their sentences, sentence structure. pour voir comment les enfants créent leur vocabulaire, leur structure de phrases. Et la deuxième compétence, c'est l'autonomie corporelle, s'auto-aider. Donc là, c'est est-ce que l'enfant est capable de faire des choses pour son propre corps. Donc est-ce qu'il peut se laver les mains, est-ce qu'il peut manger tout seul, est-ce qu'il peut aller aux toilettes, est-ce qu'il peut attacher les boutons de sa chemise, etc. Et donc, quand on voit les résultats de ce travail, à gauche tout d'abord en jaune, on regarde les 2 indicateurs
avec les catégories sexuelles, donc garçons et filles. Et on voit ce à quoi on s'attendait quand on a lu la littérature sur le sujet, c'est-à-dire qu'en majorité, les filles sont meilleures dans ces compétences que les garçons. On voit la même chose par rapport au langage exprimé et sur l'ensemble de compétences liées à l'autonomie. Le graphique bleu maintenant sur la droite, qu'est-ce qu'on y voit? Il s'agit de la classe sociale. Et encore une fois, on voit ce à quoi on peut s'attendre en termes de langage, l'expression linguistique. On voit de meilleurs résultats sur cet ensemble de compétences. Il y a un gradient très net ici. Lorsqu'il y a cette relation entre... on voit clairement cette relation entre la classe sociale et la langue. Concernant l'autonomie corporelle, la tendance est un gradient inversé quelque part. Et ce n'est pas ce qu'on voit dans la littérature, dans les recherches à ce sujet. Ce qu'on a observé concernant l'autonomie corporelle et les compétences associées, les enfants qui venaient de familles défavorisées réalisaient de meilleures performances dans ces compétences par rapport aux autres enfants de classes sociales plus élevées. Ensuite, nous avons réalisé des modélisations avec une différenciation entre avec les classes sociales et les sexes. Et rapidement, qu'est-ce que cela nous montre? Sur l'expression, le langage, on voit que le gradient social, ici, les enfants des familles plus favorisées ont des meilleurs résultats en termes de langue, d'expression. Et cela varie avec la classe sociale. On voit les mêmes variations qu'il s'agisse de filles ou de garçons. Tout en observant, quand on observait l'autonomie corporelle, on a noté quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on a vu? Voyons ceci de plus près. Ce qui nous a été révélé, c'est que les filles sont plus indépendantes, plus autonomes, quelle que soit leur classe sociale. Il n'y a pas de gradient ici. Donc les filles sont bonnes dans ce type de compétences, quelle que soit leur classe sociale. En revanche, les garçons ont moins de compétences avec cet ensemble de compétences sur l'autonomie corporelle quand ils viennent de familles plus favorisées. Et les garçons qui ont les meilleures performances et qui ressemblent le plus aux filles dans ce contexte-là, ce sont les garçons issus de familles plus défavorisées. Donc quand on regarde ces systèmes omniprésents de classe et de genre, et quand on regarde ces indicateurs de développement des enfants qui sont utilisés dans le domaine médical, pédagogique, donc ce sont des indicateurs qui sont largement utilisés. Il faut les critiquer, bien entendu, mais lorsqu'ils sont utilisés, qu'est-ce qu'ils montrent en vérité? On a regardé ça dans le cadre de l'étude. Donc, si on regarde l'autonomie, par exemple, et ses compétences, est-ce que ces stéréotypes sont remis en question? Le fait que les filles sont plus à l'aise dans ce type de compétences. Donc ici, on a vu certaines normes étant remises en question, notamment concernant l'autonomie corporelle. Mais je vais en parler plus tard dans ma présentation. Là, on regarde un autre aspect tout au long Enfin, on regarde plus précisément la vie adulte. Et c'est un travail que nous faisons avec Léna et Nathalie Bajos. Dans le cadre de ce travail, on regarde les cohortes Constance et sur la pression artérielle notamment, dans différents groupes, pour voir quelles sont les populations à plus haut risque de développer des conséquences liées à cette tension artérielle élevée, par exemple. Donc, nous avons réalisé
cette étude. Celle-ci a démarré en 2012. Enfin, cette cohorte Constance a démarré en 2012. Nous avons des individus âgés de 25 ans à 69 ans, donc c'est la période adulte. Ensuite, ces groupes sont dans des strates intersectionnelles. Il y a 126 strates intersectionnelles associant le sexe, l'âge, l'origine ethnique et le niveau d'instruction. D'un point de vue descriptif, premièrement, il faut souligner le fait que cette pression artérielle est élevée et mesurée de manière classique. On voit qu'en orange, les barres oranges, quelles que soient les différentes catégories, l'âge, la race, l'origine ethnique, la classe, les hommes sont plus à risque, sont plus exposés à cette pression, tension artérielle élevée. En France, il y a aussi des données collectées au sujet des migrants. Si on regarde le groupe des territoires d'outre-mer, ils ont des taux plus élevés de cette tension, si on regarde cette tension artérielle, et l'écart est moins important entre les hommes et les femmes. Donc c'est important de regarder ces différentes intersections, les sexes et aussi l'origine ethnique. On a ces différentes variables ici. Et on a aussi travaillé sur la distribution de cette tension artérielle systolique ici. Et ici, c'est intéressant parce qu'on a pu isoler les personnes à l'extrême, tout ce qu'on voit en haut ici, et le groupe qui est au niveau inférieur de cette distribution de pression artérielle systolique. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'âge et le sexe alimentent ce qui se passe sur ce groupe de risque de pression artérielle systolique. Les hommes plus âgés, on les retrouve beaucoup dans cette distribution. Ce qu'on voit également, c'est que dans ces niveaux élevés de tension artérielle systolique, pour le groupe d'Afrique subsaharienne, quel que soit leur niveau d'éducation, on les retrouve beaucoup dans cette distribution des risques. Si on regarde en bas de cette distribution des risques, encore une fois, l'âge, le sexe est très marqué. Les femmes plus jeunes sont dans la partie basse de cette pression artérielle systolique. On voit des groupes très divers, quelle que soit l'origine, qu'il s'agisse d'origine ethnique, d'âge, etc. Mais on voit que le niveau d'éducation est important aussi dans ce groupe-là. Donc, comment le niveau d'éducation et l'origine ethnique affectent cette distribution, ce sont des paramètres qui varient ici. Si on regarde les mêmes conclusions stratifiées selon que l'on est un homme ou une femme, il y a un aspect important à souligner. Il s'agit de le niveau élevé de... Lorsqu'on a un niveau élevé de pression artérielle systolique, dans le groupe d'Afrique subsaharienne, ce sont notamment des jeunes personnes qui ont cette tension artérielle élevée en moyenne. Donc, ils ont plus de risques et peut-être il y a plus d'opportunités de prévention ici pour ce groupe-là. On le voit chez les femmes et chez les hommes. Et aussi, on voit une courbe prononcée pour les hommes dans le deuxième groupe. Donc ça, c'était important parce qu'en France, il y a un manque de preuves, de données sur la racialisation, l'impact de la racialisation ou du racisme aussi sur la santé. On peut le voir dans ces travaux sur la tension artérielle systolique. Là, je vais reprendre ces deux exemples et les regarder sous le prisme de 5 principes définis par Elder. J'espère que je ne vais pas prendre trop de temps. Alors j'aimerais commencer avec le premier principe de Elder. C'est là où l'intersectionnalité s'inscrit pleinement.
C'est important de le regarder d'un point de vue historique. À chaque fois qu'il y a une citation, c'est une explication de Elder. Ici, on parle de comment la vie des individus est incorporée et façonnée par le temps et les endroits dans lesquels ils ont vécu. Si on regarde à cette incorporation chez les enfants, quelles sont ces expériences vécues chez les enfants jusqu'à 3 ans et demi à l'intersection du genre, de la classe sociale, de l'origine ethnique en France aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est d'être un garçon d'une famille issue de la classe ouvrière? Quelle est l'expérience de ces garçons? Qu'est-ce que c'est quand on va à l'école avec ce parcours? Donc on regarde l'intersection de ces différentes catégories, aussi sur la distribution de la tension artérielle. On a regardé les différents groupes que nous avons observés dans le graphique que je vous ai montré précédemment. Aussi, ce que ces populations ont vécu quand ils sont arrivés en France et peut-être avant, quels ont été l'impact des politiques sanitaires en matière d'accès aux soins de santé. C'est important de savoir qui sont les personnes observées. Et aussi, il y a tout ce travail sur la tension artérielle qui nous montre comment fonctionne le racisme structurel. Et le travail de Géronimus s'y attache. Si on regarde maintenant le cours de la vie, les espaces et les temps vécus, je les regarde ensemble. Le développement humain et le vieillissement sont des processus qui ont cours tout au long de la vie et qui sont dynamiques et continus. C'est important de regarder les antécédents et les conséquences des transitions de vie et des événements qui sont variables selon le moment où ils se produisent dans la vie d'une personne. Au cours d'une vie, il y a des périodes très importantes qui nous construisent socialement. Il ne s'agit pas uniquement de regarder les aspects biologiques, mais de voir aussi comment tout ça se construit d'un point de vue social. Si on regarde l'enfance intersectionnelle incorporée, il y a tout un ensemble de marqueurs utilisés, des marqueurs normatifs. Comment ils reflètent ces réalités incorporées? Est-ce qu'ils montrent quelque chose de réel ou est-ce qu'ils montrent quelque chose d'autre? Quelles sont les conséquences s'il s'agit de réalités réelles et observées? Quelles sont les conséquences pour la vie des enfants aujourd'hui et à l'avenir pour leur carrière, leur parcours éducatif, par exemple? Dans le travail d'Inès, elle regarde comment ces ensembles de compétences sont valorisés par les systèmes éducatifs et non valorisés par d'autres systèmes éducatifs. Et questionner comment ces compétences en matière d'autonomie et d'autres compétences ont un impact sur les garçons, par exemple. Est-ce que tout ceci est pris en compte? Si on regarde la distribution de la tension artérielle et les différents schémas sociaux qui émergent, certaines études montrent que la tension artérielle, les problématiques autour de la tension artérielle peuvent naître in utero. Et c'est important de savoir ce qui se passe dans la vie des femmes, ce qui les conduit à connaître des difficultés pendant la grossesse, et ceci peut se poursuivre. Il y a peut-être des périodes plus sensibles qui peuvent être considérées lorsqu'on regarde les réponses physiologiques à l'environnement social. L'âge, l'étape de la vie, à quel moment l'hypertension artérielle émerge. On a vu que pour certains groupes, ça émerge très tôt et on n'a pas besoin d'étudier ça davantage pour le confirmer. Et les deux derniers principes de Elder que je voulais développer, ils sont liés à la manière dont nos vies sont vécues d'une manière interdépendante. On regarde aussi les influences socio-historiques qui sont exprimées à travers un réseau, un faisceau de relations partagées
On regarde comment les individus construisent leur vie, quelles sont les opportunités qu'ils décident de prendre. Si on regarde l'enfance intersectionnelle incorporée, on regarde l'intersection de la classe sociale, du genre, avec qui ces enfants partagent leur vie. On veut savoir qui sont les familles de ces enfants, leurs fratries, combien de frères et sœurs, est-ce qu'il s'agit d'un foyer multigénérationnel, est-ce qu'ils ont des responsabilités à 3 ans et demi, est-ce qu'ils s'occupent d'un frère ou d'une sœur. Et donc le principe de l'autonomie a un impact pour eux-mêmes sur un frère ou une sœur au sein de la même famille. Il faut aussi regarder l'agentivité. Est-ce que ça veut dire que j'ai envie de le faire ou pas? Notamment pour les garçons, je me pose la question. J'ai une discussion avec un autre chercheur. Est-ce que cette autonomie corporelle pour les garçons de familles défavorisées émerge est-ce qu'elles ont un coût? Est-ce que si c'est un coût, est-ce que c'est subi? Et aussi, si on regarde quel est le rôle de chacun à différents moments de la vie, quel est le lien avec la distribution de pression artérielle, dans quelle mesure on peut regarder son propre corps, y prêter attention. Donc voici quelques pistes de réflexion. Je n'ai pas de réponse, à vrai dire, mais je voulais aussi reconnaître... et là, il ne s'agit que de l'aspect quantitatif des recherches. Et bien sûr, il y a des recherches qualitatives au sein de Jeandy, de ce projet. Et ces recherches reflètent ce qu'on veut dire en termes de santé incorporée. Il y a le travail sur l'image corporelle réalisé par Ophélie Merville. Il y a aussi Faye Santos et perspectives intersectionnelles. Il y a toute la question de la symptomatologie de Richard Dudoué, Eugénie Alcade. Il y a aussi Léna Bonin qui travaille sur les désavantages à un moment précoce de la vie des enfants. Et aussi le travail de Nadine Amier et Amalia Martinez sur les déterminants sociaux du cancer colorectal. Alors j'ai quelques minutes ici pour soulever les grosses questions concernant l'intersectionnalité ou la causalité plutôt. On parle de ces systèmes intersectionnels omniprésents. Et voilà ce que j'ai à l'esprit lorsque j'arrive à la question de la causalité. Alors, j'essaye de concilier ces différents aspects. Donc, il y a des personnes, je pense que cela a déjà été dit. Certaines personnes ont dit qu'il n'y a pas beaucoup de preuves solides montrant la corrélation entre les inégalités socio-économiques et les inégalités de santé. Des preuves qui ont montré qu'il y a une causalité entre les deux. Et là, vous voyez le petit personnage qui se pose une question, ça c'est moi, et je me pose cette question, pourquoi les déterminants sociaux sont facilement mis de côté en tant que cause réelle des inégalités de santé lorsqu'il y a beaucoup de données et de preuves qui le démontrent, qui démontrent que c'est effectivement le cas. Une étude de 2022 a montré que le canon des preuves dans ce domaine en termes d'inégalité de santé est très large. Il y a beaucoup de disciplines, l'épidémiologie sociale, l'anthropologie, l'économie, etc. Mais ce qui est considéré comme étant des preuves tangibles, c'est une toute petite proportion de ces études. Et nous souhaitons plaider pour une recherche plus triangulaire, plus large. Et lorsque je regarde ces systèmes intersectionnels omniprésents, je pense qu'il faut aller au-delà de cette perspective, comme un paysage qui est plongé dans le brouillard. Cet environnement social est omniprésent, il touche à tout. Si on pense à nos vies, tout au long de la vie, comment on a été élevé en tant qu'enfant, comment on vit, comment on va à l'école, comment on travaille, qu'est-ce qu'on mange, quelles sont mes relations avec les personnes, quel est mon travail, quelles sont mes activités, mes hobbies. Et donc, j'aimerais dire que ces systèmes intersectionnels omniprésents ont un impact sur la santé de manière indirecte et directe à travers un tissu de structures causales ayant des effets
petit mais potentiellement très important sur la santé des populations. Et je ne suis pas seule à le penser ou à travailler sur cette idée. En 2016, Keyes et Galea ont écrit un chapitre à ce sujet. Ils ont dit que les petits changements dans les causes omniprésentes peuvent résulter de changements plus substantiels dans la santé des populations par rapport à des changements plus larges dus à des causes plus rares. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette problématique après tout ça? Je crois qu'il y a un philosophe dans la pièce qui peut peut-être, dans cette salle, qui peut peut-être nous aider à penser cette causalité, et je vais tenter de vous synthétiser cette idée, cette problématique. Je pense que le problème, c'est la façon dont on décrit la causalité. C'est insuffisant pour parler de ce sujet quand on parle de système omniprésent intersectionnel. On parle de causalité quand on parle d'événements comme étant des causes. C'est la définition classique de la causalité quantitative. Mais quand on parle d'un ensemble de systèmes qui sont littéralement l'ère dans lequel nous évoluons tous les jours, on ne parle pas d'événements, on parle d'entités substantielles qui sont des causes. Et donc je suggère que dans les méthodes de preuve de causalité, on regarde un événement, je donne un médicament, ça a un événement, la tension artérielle baisse, 2 événements. Ou alors on parle d'approche contrefactuelle, de données supplémentaires, par exemple. Si tout le monde fume dans la société, qu'est-ce que ça changerait dans les résultats de santé? Sauf que les entités substantielles et les causes omniprésentes ne sont pas des événements causaux. Leur existence même est une cause en elle-même parce que cela provoque des distributions inégales. Et donc je ne pense pas que cette position de causalité soit vraiment considérée comme réelle dans les modèles quantitatifs statistiques. Je n'ai pas de réponse sur la façon de changer cela, mais je pense qu'il faut transformer notre définition de la causalité si l'on veut commencer à résoudre ces déterminants structurels liés à la santé. Donc, je vais conclure ma présentation et nous verrons ce que Anne en pense. Quelques commentaires pour conclure. L'incorporation, comme vous l'aurez compris, je pense que c'est un des processus les plus fondamentaux qui est sous-jacent à la production des inégalités de santé au cours de la vie. Et les systèmes omniprésents intersectionnels dont on a parlé ont un impact sur qui dans la société va faire face à l'adversité, la discrimination et leurs conséquences incorporées tout au long de la vie. Et pour réagir face à ces déterminants structurels, il faut changer notre définition de causalité. Mais encore une fois, c'est un travail en cours. Donc merci à toute l'équipe GENDI et merci pour votre attention.